Messieurs, dames, bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre présence. Je remercie la ville de Thionville de nous avoir permis d'avoir cette salle ce soir pour cette réunion publique du Thémo Moselle Nord. Mesdames, Messieurs, je vais essayer de ne pas être trop long en propos liminaires, même s'il y a énormément de choses à dire. Sinon tous les vice-présidents vont me couper le micro. Puisque le but de ce soir, c'est évidemment qu'on puisse avoir un échange. Je remercie évidemment tous les élus, les maires, les représentants des différentes communes ou communautés de communes, ainsi que les vice-présidents qui sont à nos côtés dans le cadre de ce moment important pour l'année de concertation du Thémo Moselle Nord. Il était important, et un certain nombre d'entre vous ont pris date et sont présents ici ce soir, qu'on puisse avoir un temps d'échange. Vous vous souvenez toutes et tous que cette gouvernance avait fait le choix de commencer par sillonner le territoire avec un certain nombre de réunions publiques dans de nombreuses communes, près d'une dizaine de réunions publiques, qui avait fait l'objet d'une première concertation pour la première année du travail de cette gouvernance, qui nous avait permis de faire un petit point d'étape avant de pouvoir commencer à réorganiser, restructurer notre réseau de transport. Nous avons fait le choix pour cette deuxième année de cette gouvernance, cette année pleine, d'acter la concertation de manière différente. Il nous semblait peu opportun de faire une dizaine de réunions publiques comme la dernière fois. Par contre, nous avons fait un autre choix, c'est d'aller voir les maires. Et donc, effectivement, je fais actuellement, et ce n'est pas fini, le tour du territoire de l'ensemble des mairies qui ont adhéré au Thémo Moselle Nord. Et donc nous rencontrons actuellement la cinquantaine de communes pour faire un point d'étape de ce qui va et de ce qui ne va pas, de ce qui peut être amélioré, mais aussi pour comprendre les bassins de vie. Parce que c'est effectivement une autre façon d'appréhender le territoire et ses enjeux que d'aller voir les mairies qui, pour la plupart d'entre elles, n'ont plus la compétence mobilité, mais forcément l'ont délégué à leur intercommunalité. Mais évidemment, il était important de pouvoir appréhender dans cette subsidiarité de la décision et de la discussion les enjeux des communes. Néanmoins, on avait pris l'engagement de faire une réunion publique par an pour laisser ce temps d'échange démocratique à l'ensemble des personnes qui sont intéressées sur ce territoire de 52 communes et dans ce territoire, dans ce syndicat, à travers la gouvernance de ces syndicats qui a de nombreux enjeux pour notre territoire. Et donc, on est évidemment dans un temps d'échange. Je rappellerai quelques éléments, évidemment, depuis les dernières réunions publiques. Et je vais y aller dans les grandes masses et dans les grands traits, parce qu'on pourrait faire évidemment un propos beaucoup plus long si on allait dans le détail de toutes les réorganisations, réformes depuis les dernières réunions publiques. Je crois que pour aller à l'essentiel, premièrement, c'est avec une grande responsabilité que les élus du territoire, que les EPCI du territoire ont fait le choix de restructurer, de recapitaliser financièrement le Thémo. C'était un point d'étape, c'était pas facile à faire, mais ça a été une responsabilité des budgets 2024 que de permettre au Thémo d'avoir une assiette financière différente pour avoir la capacité des ambitions qui sont celles de ce territoire passionnant, qu'est ce territoire à proximité de la bordure frontalière, de ce territoire du Thionvillois qui a de nombreux enjeux. Et donc, c'était l'un des premiers enjeux. On va commencer forcément par le sujet financier et le sujet politique. Le deuxième enjeu qui nous a évidemment structuré dans les deux dernières années, ça a été le changement de nom, le changement de périmètre et la discussion, j'allais dire, sur les compétences qui sont celles du syndicat. Alors, c'est peut-être moins concret pour l'habitant, pour l'usager, mais c'est une vraie question de savoir qui gère quoi sur ce territoire. On va le dire comme ça. Qui gère effectivement le réseau de transport, qui gère les parkings relais, qui gère la mobilité douce, qui gère les parkings. Enfin voilà, c'est toutes ces questions-là que nous sommes encore en discussion actuellement. C'est évidemment la question de quel est le niveau de compétence par rapport à quelle taille effectivement de population, par rapport à quelle strate de collectivité. Et donc cela nous a amené à la création du Thémo,
à la disparition du SMITU pour passer au TEMO, avec une autre ambition différente. Le réseau SMITU était un réseau de transport public de bus sur un milieu urbain. Aujourd'hui, nous sommes un territoire beaucoup plus élargi pour des enjeux de mobilité beaucoup plus complexes. Nous sommes évidemment un syndicat à proximité de la bordure frontalière, dans ce grand Thionvillois, et je précise grand Thionvillois, qui axe des enjeux urbains, périurbains, mais également ruraux, dans une proximité qui est totalement différente. Donc ça a été un choix des élus, des différents EPCI, de faire ce choix de confiance à l'égard du syndicat TEMO, TEMO Moselle-Nord. Et ensuite, il y a effectivement deux enjeux qui nous ont préoccupés ou occupés. Le premier, ça a été le transport public du quotidien, terme que nous avons constitué ensemble, et je le dis à tous les fidèles de ces réunions publiques, puisque c'est devenu la priorité absolue de notre réseau de transport avec le délégataire. C'est de faire en sorte de restructurer la priorité de notre réseau, de notre syndicat, c'est de faire en sorte tout simplement que sur la partie transport public qui était la plus visible, la plus connue des compétences qui étaient la nôtre, eh ben nous puissions avoir une meilleure appréciation pour l'usager lambda de ce transport public. Et la dernière, et j'y viendrai après, c'est le BHNS. Alors sur le transport public du quotidien, j'aurais encore essayé d'être court, mais rappeler quand même un certain nombre de choses. Et là-dessus, c'est les réunions publiques qui nous ont permis d'avancer sur pas mal de sujets. Et en fait, il y a tellement de sujets anodins qu'on pourrait s'y perdre dans un long listing. Tout simplement faire en sorte de répondre à la demande de l'usager lambda en restructurant sans doctrine le transport public. Alors ça va de la problématique algrangeoise sur la question des scolaires, ça va de la question famécoise très récente sur la question des scolaires vers Thionville. C'est un enjeu matériel qui a été un enjeu de long terme, puisque malheureusement, vous imaginez bien qu'on n'achète pas des bus ou des cars comme on va au supermarché, mais évidemment, ça a été d'utiliser cette recapitalisation financière pour faire en sorte que nos bus et cars puissent être renouvelés et rénovés. Je dis bien renouvelés et rénovés, puisqu'il y a les deux enjeux. À la fois de faire en sorte que le parc actuel qui a vocation à rester soit rénové quand il le devait, et c'est une exigence à l'égard de notre délégataire, et c'est par ailleurs faire en sorte que notre plan pluriannuel d'investissement permette une refonte globale de du nombre de bus que nous avons et des bus que nous avons. Ça a commencé par des cars, il y a une vingtaine de cars qui sont déjà arrivés, on s'est engagé sur globalement 70 cars sur 2 ans, des cars qui arrivent au fil de l'eau parce que malheureusement, comme je vous le disais, la logistique de ce type de matériel prend du temps. Mais effectivement, nous y arrivons progressivement, sujet par sujet, car par car, bus par bus, dans cet environnement d'un réseau de transport renouvelé. Je rappelle que 70 bus et cars, c'est à peu près la moitié du réseau. Et il nous restera, je le dis tout de suite, comme ça sera dit, un ensemble de bus à acheter en urbain quand le projet BHNS arrivera à son terme. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Nous avons évidemment la question des applications, de toute l'interface client, qui est un sujet majeur, qui a commencé très rapidement il y a 1 an avec Pisae. Pisae qui nous a permis de passer sur la géolocalisation en temps réel, qui nous a permis de faire un bond en avant et qui fonctionne bien. On pourra revenir sur les données statistiques de Pisae, mais c'est aujourd'hui 6000 connexions par jour, je crois que c'était ça. Ça doit être ça. 6000 connexions par jour de Pisae. Voilà, un élément quantitatif concret. 6000 connexions par jour de Pisae sur le territoire du Thionvillois, ce qui prouve que c'est utilisé, que c'est devenu indispensable pour une solution qui, au final, n'a pas coûté si cher, ni en investissement, ni en fonctionnement, mais qui a permis de faciliter la pratique de nos usagers. Et c'est le long travail qui n'est pas fini. Un long travail qui est d'avoir une interface unique, à la fois par rapport au changement d'identité, mais aussi pour l'usage client.
c'est effectivement le travail qui allie la biéthique, la communication, pour avoir une application Thémo unique qui permet tous les usages, évidemment l'information voyageur, mais aussi, derrière cette information voyageur, la mise en place des abonnements, l'achat du titre unitaire. C'est important, mais ça ne s'arrête pas là. C'est aussi le travail sur la biotique pour avoir de l'open payment. Toutes ces solutions devraient se réaliser d'ici à février. Février, début du printemps, en tout cas, premier trimestre, fin du premier trimestre de 2026. C'est un gros travail qui est réalisé actuellement avec notre délégataire pour rendre possible l'open payment. Je parle comme un initié, j'en suis désolé, c'est-à-dire la capacité d'utiliser votre téléphone ou votre carte bleue pour avoir un ticket unitaire sur le réseau, comme aujourd'hui la plupart des réseaux modernes qui existent, et de ne plus être dépendant de l'espèce, et encore moins de l'espèce avec la monnaie 10 € maximum, puisque c'est aujourd'hui ce qui se pratique sur notre réseau, c'est que les chauffeurs n'ont pas beaucoup de monnaie, et donc que vous vous retrouvez à devoir avoir de la monnaie sans avoir une capacité à vous faire rembourser si vous n'avez pas la monnaie exacte du ticket de transport. Donc c'est important aussi pour lutter contre la fraude, et ça fait partie évidemment de ces enjeux de modernisation. Je ne peux pas ne pas parler de ce transport public du quotidien si je ne parle pas donc de confiance. Donc c'est un enjeu de confiance usager. C'est de la confiance aussi avec les conducteurs, puisque toute cette question du renouvellement matériel, de l'interface que nous y mettons, est aussi liée à la confiance à l'égard des conducteurs, à l'égard du délégataire, de notre discussion pertinente et quotidienne. Et je viens aussi sur la question de la sécurité, puisqu'on parle de confiance, on parle aussi de sécurité. On parle de transport public du quotidien, donc on parle aussi de sécurité dans le réseau de transport, qui est un sujet qui est ouvert, qui n'a pas de solution facile, mais que nous essayons d'aborder avec l'État et la justice pour pouvoir essayer de travailler au mieux suite à des aléas sur le réseau, alors pas plus quantitativement ni qualitativement que la plupart des réseaux de transport, mais qui méritent néanmoins d'être gérés. J'y reviendrai s'il y a des questions, évidemment, dans la salle. Je finis avec la question du projet BHNS. Le bus à niveau de service du Thionvillois est un projet plus que vivant et actif, puisque nous avons figé une temporalité récente qui a amené une information du conseil syndical et des engagements devant la presse. Je prends l'engagement ici ce soir, comme je l'ai fait devant l'Assemblée syndicale, que le projet du bus à niveau de service a vocation pour sa première tranche à se finaliser en septembre 2028, pour sa dernière tranche en 2030, avec une extension du projet des BHNS en 2030. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, sur ce projet BHNS, nous avançons. Nous avançons aussi sur le quantitatif du nombre de voies dédiées, puisque certains font parfois la différence entre un transport en site propre, ça veut dire un métis, des voies dédiées au bus dans les villes et dans les sites urbains. Aujourd'hui, c'est marqué dans le marbre, c'est à peu près la moitié du réseau de BHNS. C'est 17 km sur 32 qui ont vocation à être en transport en site propre. Le reste a vocation à être en bus à haut niveau de service sur des voiries mixtes. Ça veut dire à certains usages, à certains endroits, des voies dédiées. Sur le reste, le bus sont dans le réseau de transport et sur les voiries quotidiennes départementales. Ce BHNS a été clarifié et étendu sur une double logique. Une logique interurbaine, toujours rejoindre nos villes les unes aux autres, mais aussi dans une logique qui est celle de la région. Je vais vous éviter un acronyme inutile qui est celui de la région actuellement, mais d'un plan qui allie l'État et la région pour créer des RER urbains à côté du Luxembourg. Et dans ce projet, la question des haltes ferroviaires nouvelles sur notre territoire sont en train d'émerger. Il y a un grand débat aujourd'hui qui émerge pour recréer de nouvelles haltes ferroviaires d'ici à 10 ans, entre 10 et 15 ans, sur l'ensemble du maillage territorial de la composante du Thémo. Et effectivement, dans ce cas-là, on a fait le choix de faire en sorte que le bus à haut niveau de service puisse rejoindre ces haltes ferroviaires. L'idée, c'est de faire en sorte que notre bus à haut niveau de service soit un lien pour vous ramener à domicile quand vous arrivez à votre gare. Bien évidemment, on parle de halte ferroviaire à vocation de travail,
même s'il y a toujours d'autres usages, l'enjeu est bien évidemment dans la mobilité que nous connaissons sur notre territoire, la question de comment nous ramenons les gens à la maison après une journée au boulot, que ce soit à Metz, en interne de notre territoire ou à Luxembourg. Ce projet du BHNS a nécessité un énorme travail politique. Premièrement, faire un audit du passé, du projet tel qu'il a été. C'était important pour pouvoir se rendre compte de ce pourquoi nous avions travaillé et ce pourquoi nous avons fait autre chose. Et donc nous avons fait un audit qui a été public. J'y reviendrai pas puisque ça a été publié. Et je l'ai clairement dit. Tous ceux et celles qui viennent ce soir me poser des questions sur l'audit n'auront pas de réponse. Je le dis tout de suite. Puisque j'ai eu l'occasion de répondre à la presse, l'audit est public. Et donc chacun a l'occasion de pouvoir avoir les informations qu'il veut dans cet audit qui a été mis sur place, publié. Donc ceux qui cherchent le commentaire ne l'auront pas. Je me permets de le dire. Par contre, évidemment, derrière, nous avons restructuré le projet. Parce que je rappelle, l'objectif, c'est pas de parler du passé, c'est surtout de parler de l'avenir. Et pour parler de l'avenir, nous avons essayé de retravailler à une copie qui était soutenable. Soutenable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des recettes et des dépenses. Et que les dépenses sont légitimes par rapport à l'ambition que nous en avons. C'est un projet de dépôt qui est estimé entre 13 et 18 millions d'euros, là où il était à 33 ou 38, entre le TTC et le hors-taxe. C'est un projet évidemment de rachat de matériel roulant qui tombe à une trentaine de millions d'euros, là où il était estimé à une cinquantaine. C'est un projet sur voirie qui est aujourd'hui estimé hors les ouvrages d'art finalisés à une centaine de millions d'euros de projets en résiduel. Non, même pas, c'est une cinquantaine de millions d'euros, pardon, en résiduel sur voirie. Une cinquantaine de millions d'euros, je ne suis pas sûr qu'on aille vraiment à 50 millions d'euros. Mais on l'a prévu, un projet qui est estimé à 50 millions d'euros, dont le cœur sera Thionville, une vingtaine de millions d'euros sur la cinquantaine, puisqu'il nous faut du TCSP complet sur Thionville pour aller évidemment jusqu'à la gare, pour aller à Foch, et pour aller à Bel-Air, pour aller à Metsange, et sur la zone du Kinépolis. Vous voyez globalement que l'architecture du projet a été revue. On a fait ce choix d'étendre le BHNS qui était prévu de Hayange à Bassam en intégrant Fontois, en pôle d'échange multimodal vers Esch, en intégrant Bel-Air, parce que c'était important d'aller jusqu'à Bel-Air, en intégrant Metsange en pôle d'échange multimodal, en intégrant Étanges-Grande, parce que nous ne pouvons pas aller jusqu'à Luxembourg sans faire le lien vers les gares qui sont déjà existantes, que sont Étanges-Grande d'un côté et Ucange de l'autre. Et donc nous avons fait ce choix d'étendre le projet du BHNS dans une vision qui ne coûtera pas très cher quantitativement, mais qui était nécessaire dans l'appréciation qualitative du BHNS. Et donc effectivement, nous avons fait ce choix de restructuration du projet pour pouvoir l'améliorer. Je ne vais pas être plus long sur le propos liminaire. Je vais peut-être laisser la parole aux différents vice-présidents ou élus qui veulent rajouter, puisqu'on a eu le premier propos introductif. Et après, on laissera la parole à la salle pour répondre à toutes vos questions. J'ai peut-être juste oublié une chose dans le transport public du quotidien, puisque ça faisait partie des échanges que nous avions. C'est la question de la mobilité de travail. La mobilité de travail, c'est un enjeu et un combat, puisque jusqu'ici, on a fait le constat lors de ces réunions publiques que nous avions fait il y a plus d'1 an et demi, que nous n'avions que les captifs qui utilisaient encore notre transport public, c'est-à-dire les scolaires, les chômeurs et les personnes âgées qui n'avaient pas d'autre solution de mobilité que le transport public. Ou peut-être les jeunes étudiants également. Nous avons fait le choix d'aller chercher le public par des offres de mobilité différentes qui sont à la fois géographiques mais qui sont aussi thématiques. Et c'est pourquoi nous avons fait plusieurs partenariats maintenant. L'une avec Catnom, qui est un succès. C'était dans la presse il y a quelques jours, mais je le répète ici. C'est d'avoir un transport public dédié à Catnom en tant que pôle d'échange, pôle d'employeurs. C'est aujourd'hui quantitativement plus de 300 réservations qui ont déjà été réalisées. Et rien que sur le mois de septembre, plus de 100 réservations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a déjà une dizaine de salariés qui sont devenus captifs de ce mode de transport public. Ce n'est pas beaucoup par rapport aux 2000 salariés de Catnom, mais c'est déjà un résultat parce qu'on fidélise des gens qui, aujourd'hui,
maintenant utilisent le transport public alors qu'ils ne l'utilisaient pas. C'est le deuxième enjeu vers les gares, avec les offres en transport à la demande qui ont été faites vers Famec. Vers Famec, sur Florange, Famec, Ucange, vers la gare d'Ucange. C'est un deuxième niveau important. On a un début timide, mais ça vient d'arriver. C'est une vingtaine de sollicitations régulières. Ça veut dire que maintenant le bouche à oreille doit faire son effet. Ça veut dire que la maturité doit exister. Je le dis, ce qu'il y a à Famec est supérieur à d'autres TAD de transport à la demande mis en place parfois sur des niveaux géographiques différents, notamment en milieu rural. Donc ça prouve qu'il y a un besoin, mais qui mérite d'être confirmé. C'est maintenant la question de la Feltière et de la zone Sainte-Agathe de Florange. On a décidé à partir de la Toussaint de mettre en place une offre dédiée au travail sur la zone la zone de Sainte-Agathe à Florange et en lien avec la gare d'Ucange, qui nous permettra aussi de répondre aux entreprises du territoire. Je rappelle que la zone Sainte-Agathe de Florange, c'est quand même pas loin de 3000 salariés qui sont installés à cet endroit-là et qui ont besoin aussi de mobilité, notamment en lien avec la gare. Ça nécessite encore un travail pour pouvoir élargir. Le bureau s'est prononcé il y a quelques heures sur une équivalence pour Illange, avec une solution qui serait dédiée à la mégazone d'Illange, qui a évidemment l'entreprise Knof, mais également d'autres entreprises qui ont vocation en pôle d'emploi, Beauvallon, d'autres pôles d'emploi qui ont vocation à s'installer. Donc vous voyez, on essaye de travailler en lien avec nos partenaires sur ces offres de mobilité dédiées au travail. Et je pense que c'est un champ, une ressource, un gisement inexploré encore pour sortir de ces captifs et pour faire en sorte que spontanément, la population retrouve confiance dans le réseau de transport, puisque le mandat, et je finis sur la confiance, notre but dans cette gouvernance, c'est bien d'essayer de rétablir la confiance. Je laisse la parole, je ne sais pas si les élus veulent en amont prendre la parole. Non ? Et on va laisser les personnes dans la salle prendre la parole. Qui commence ? Allez-y. Alors attendez, on vous donne un micro. Oui. En fait, nous on est venus avec nos 24 revendications là, et si on ne parle pas des 24, on vous donnera le papier à la fin. Et donc merci beaucoup d'avoir fait cette réunion. C'est une demande qu'on avait l'année dernière. Vous avez dit oui. Et ça serait bien qu'on entende d'ici la fin de la fin de la réunion. On se donne rendez-vous l'année prochaine. Il faudrait dire ça à un moment, hein, parce que je pense vraiment que là, on est dans un moment constructif. Et vous voyez, on a souvent un peu clashé le Thémo, mais là, franchement, on tire le chapeau parce que la rentrée s'est à peu près bien passée. On a quelques problèmes qu'on va vous faire remonter. C'est pas fini, mais voilà. Voilà, si les usagers peuvent prendre la parole. En tout cas, merci. Et à tout à l'heure, si jamais certains sujets ne sont pas épuisés. Vous voulez commencer sur vos 24 sujets ou alors vous voulez nous les livrer ? Ok, très bien. Alors, est-ce que des habitants, des usagers, des élus présents dans la salle ont des questions à poser ? Monsieur, madame ? Monsieur. Bonjour. Bonjour. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de l'open payment pour ne pas avoir à trimballer de la monnaie. Mais est-ce que ce sera toujours possible de payer avec de la monnaie ? Oui, la possibilité ne sera pas enlevée d'utiliser des espèces. L'objectif est de réduire le flux de demandes de personnes en ticket unitaire sur le réseau. Vous savez comme moi, hein, le bus s'arrête, le chauffeur se retrouve avec 3-4 personnes qui souhaitent prendre un ticket unitaire, et c'est le chauffeur qui le gère, cette vente de tickets unitaires. Et donc ça ralentit tout le trafic, puisque le chauffeur perd 5, 6, 7 minutes en fonction du nombre de personnes qui veulent acheter ce ticket unitaire. Ce qui est un ennemi de la ponctualité aujourd'hui. On n'enlèvera pas la possibilité pour les gens captifs n'utilisant pas de carte bleue, n'utilisant pas Apple Pay, n'utilisant pas Samsung Pay, n'utilisant pas d'autres dispositifs de l'open payment
On ne les empêchera pas d'avoir un accès à leur ticket, bien évidemment. Par contre, on essaye de réduire le flux. Donc, le chauffeur aura toujours sa caisse, il aura toujours la possibilité de le faire, mais l'enjeu, c'est de le diviser par 10, évidemment. Et aussi, en fait, vous avez parlé de cars tout à l'heure. Alors, j'ai mon père qui habite à Bayern, en fait. Et donc là, des fois, je vais le voir avec le train. J'étais au Rüttelfest la dernière fois avec le train plus vélo. Et là, il y a une ligne de bus, a priori, qui va vers Bayern, enfin de cars. Et donc, je voulais savoir, en fait, si les cars que vous avez, ils sont neufs et à ce moment-là, ils sont soumis à la loi LOM qui demande d'avoir un système pour transporter au minimum 5 vélos non démontés, ou bien s'il n'y a pas de porte-vélo. On n'a pas de porte-vélo actuellement sur nos cars, mais ils sont neufs. Ça, je peux vous le confirmer. Oui, on a un réseau qui est un peu différent des réseaux interurbains qui font des grandes distances. Là, si on met des porte-vélos à l'arrière de nos cars, la difficulté va être la même. C'est le rythme commercial des lignes où on va se retrouver avec des arrêts très réguliers et c'est très compliqué en fait de descendre des vélos à l'arrière des cars. Donc c'est aussi pour garder une vitesse commerciale et un rythme qui soit bien régulier au niveau des lignes qui sont plutôt des lignes urbaines ou périurbaines autour de Thionville et sur la vallée de la Fensch. Est-ce qu'il y a d'autres demandes, d'autres questions, d'autres interrogations des usagers? Oui, mesdames, alors allez-y. Bonjour. Bonjour. Donc, je m'appelle Cathy Bach et j'habite à Angevillers et j'aurais une question concernant le transport Autange-Hayange. Très bien. Qui est très restreint depuis déjà longtemps. Et donc, je voulais savoir apparemment si vous comptiez rajouter peut-être un bus le matin, un bus le soir, parce que bon, actuellement, il n'y a qu'un pour 17h le soir, je crois. Et il y en a un à midi également. Seulement, il n'est pas... parce que j'ai 2 ados qui sont au lycée. Et donc, la dernière fois, j'ai dû demander à ce que mon fils puisse sortir 10 minutes plus tôt pour qu'il puisse avoir le bus. Et ils m'ont dit qu'ils ont eu une réunion au mois de juin concernant ce petit souci où les horaires de bus ne correspondent pas aux sorties de lycée. Mais bon, j'ai téléphoné en même temps, parallèlement à TMO, qui m'ont confirmé que le bus de midi n'est pas... Le chauffeur n'a pas d'ordre d'attendre les lycéens. Et que, voilà, donc je voulais savoir si est-ce que c'est possible d'avoir des bus supplémentaires et aussi qui attendent les lycéens, bien sûr. Ok, alors pour vous répondre, madame, est-ce qu'on est d'accord qu'on parle des lignes fluo? C'était Mo, enfin en tout cas j'ai acheté c'était Mo, hein. Oui, c'était Mo. Voilà. C'est le 34 qui fait Autange-Hayange. C'est la ligne complémentarité. Donc en fait, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en pleine renégociation puisque c'est une offre qui est proposée par Temo, mais en lien avec la région Grand Est. Actuellement, pour tout le plateau et jusqu'à Audun, on est en pleine renégociation de l'offre qui sera dédiée, justement pour rajouter du cadencement horaire, puisque c'est une demande des élus du territoire. Donc dans ce cadre-là, alors c'est quelque chose qui, à mon avis, prendra effet sur... quelques mois, 4-5 mois à mon avis. Il y a une négociation qui doit se faire financière entre la région et le TEMO sur l'évolution de cette ligne, mais il y a déjà une demande des élus du territoire d'augmenter le cadencement, donc ça va dans votre sens. Donc dès lors qu'on sera d'accord avec la région sur l'offre, moi j'ai pas de souci pour ça. Oui, c'est ça. Ça serait un renforcement de la ligne 51-52 de la région qu'on pourrait vous rajouter du cadencement. Voilà. Donc tout ça est en pleine discussion avec la région, mais on pourra vous donner, puisque ça fait partie de l'offre qu'on doit, avec l'extension du périmètre, au PIO Val d'Alzette, puisque le PIO Val d'Alzette a adhéré et a actuellement un transport à la demande. Les élus nous ont fait savoir qu'ils voulaient aller plus loin qu'un transport à la demande. Donc on est en train de construire avec eux
une offre complémentaire au transport à la demande pour relier l'ensemble des villes du territoire. Donc là-dedans, on pourra effectivement peut-être rajouter du cadencement sur Autange. Concernant le lycée, Oui. voilà, j'entends, on le note et on travaillerait avec le lycée puisqu'on a, à la précédente concertation d'il y a 1 an et demi, on avait discuté avec le lycée d'Autange de manière assez ouverte sur les problématiques. C'est Algrange, celui d'Algrange. Là. Ah, c'est celui d'Algrange. Oui, okay. moi je parle pour celui d'Algrange. Ah oui, ok. Bon, oui, c'est parce que c'est Autange, Hayange, du coup il fait le lycée d'Algrange. Bon, bah alors on discutera avec le parce qu'actuellement, proviseur d'Algrange. Voilà, les chauffeurs doivent attendre, ils le savent, à 17h. Mais a priori, la formation n'est pas remontée laborieuse. pour l'heure de 12h, quoi, 12h20. Je crois que les lycées sortent à 20 et le bus passe à 15, je crois. Okay. Donc c'est pas grand-chose, mais bon, c'est même dommage en fait, puisque on pourrait prendre le bus et puis... donc voilà. Pas de souci. Merci beaucoup. Merci à vous. Madame. Bonjour. Bonjour. Mélanie Boca d'Angevillet aussi. Donc nous, ce serait pour la ligne 33 qui fait Angevillet-Fontois, le collège. Et en fait, nos enfants ont cours à 8h. Ils prennent le bus à 7h05. Ils arrivent à 7h25 au collège, donc ils attendent 35 minutes. Et c'est tout. Donc quand ils ont cours à 9h, à 10h, et déjà ils n'ont pas de bus, donc ils arrivent à 7h25 pour des cours à 9h. Et voilà, c'est ça, principalement. Au moins, peut-être une ligne complémentaire. Ah. Aucun bus le midi non plus. Aucun bus le midi. On a juste un bus à 7h05 et l'après-midi à 15h30. Et 16h30. Et le mercredi midi. Voilà. Alors, une fois, juste mesdames, que je comprenne bien, une fois qu'on a fait le constat de ce qu'on se dit, quelle est la demande ? Est-ce que rajouter des bus ? Parce que, par exemple, les élèves qui habitent à Boulanges, eux, ils ont la ligne 52. Ils ont des bus, j'ai vu, toutes les demi-heures. En plus, est-ce qu'ils pourraient arriver un peu plus tard aussi ? Enfin, moi, ça m'a demandé aussi. Parce que d'attendre 35 minutes, là, il fait encore beau, mais après, il pleut. Ok. Donc, c'est un problème de correspondance, en fait, pour non, oui. c'est un problème d'horaire. Voilà. Alors, pour l'horaire du matin, effectivement, c'est un problème qu'on a, et on en discutait justement cet après-midi avec le délégataire, c'est que le trajet, en fait, qui est fait par le bus initialement, le bus repart à Boulanges pour refaire la boucle. Voilà, de Boulanges l'autre côté, c'est ce qui fait qu'on est obligé de faire le trajet tôt pour que la deuxième boucle puisse se faire. Donc, on est en train de refaire des comptages pour voir exactement comment on pourrait faire une répartition différente pour permettre effectivement d'en avoir un horaire plus tardif au départ le matin de Angevillet pour aller sur Fontois. Donc voilà, donc la question est sur la table. On reviendra vers vous et on vous dira ce qu'on arrive à trouver. Après, pour les horaires, ce qui est prévu à destination des scolaires, c'est effectivement un horaire le matin, 2 horaires le soir parce que ça permet de séquencer les sorties de cours, et effectivement un horaire le mercredi midi en retour. Voilà, ça c'est l'offre standard qu'on a sur tous les établissements scolaires, hormis là où il y a des lignes régulières, et où ces lignes régulières permettent éventuellement à des scolaires d'avoir de l'offre toute la journée. Mais en dehors des lignes régulières, on est sur ces cadencements sur l'ensemble des établissements du secteur du TEMO. Donc du coup, voilà, à 7h25, il y a quand même des enfants de 11 ans qui sont au bord de la route pendant 35 minutes. Donc ça, c'était le premier problème. Et donc voir si vous pouvez l'avancer vers 8h. Donc soit rajouter un bus pour ceux de Boulanges, et si c'est possible, voilà, d'avoir un bus qui arrive à 9h, ça serait bien. Pas de souci. Donc on note aussi la demande et on va essayer de réadapter en accord avec le délégataire. Madame. Voilà, bonjour, Muriel Brocard, commune d'Evranges, donc à la frontière. Voilà, Très bien. donc j'ai des questions similaires aux deux dames, mais bon, c'est sur un autre réseau, donc c'est anciennement le réseau Fluo Grand Est. Donc je sais que on n'est pas aussi mal desservi qu'Angevillet, je vois. Vous avez rajouté des bus, mais voilà, on a aussi un problème le matin que certains bus qui vont vers le collège d'Étanges-Grande arrivent aussi partent très tôt, et ils arrivent 25 minutes avant l'ouverture ou 20 minutes, ils arrivent vers 35.
Voilà, donc c'est le HG01, HG02 qui font. Je parle au nom des 3 communes frontalières, Évranges, Hagen et Basse-Rheingen. Okay. Et puis il y a la ligne 108, donc vous avez rajouté des bus pour revenir le soir, mais c'est vrai elle est très elle dure longtemps parce que voilà, ça prend plus d'1 heure pour ceux qui arrivent au bout, surtout une fois arrivé à Roussy. Okay, oui, ça va très vite jusqu'à Roussy, mais une fois qu'on est à Roussy, il fait tous les petits villages, donc au final ça met une demi-heure alors que Roussy est à 5-10 minutes, on va dire, des 3 villages, voilà. Et puis si ce serait possible de rajouter, vous avez mis une ligne à 16h, 17h, 18h, une ligne à 15h parce qu'il y a des élèves qui terminent à 14h, à 15h. Après, je ne sais pas si c'est possible, mais bon, voilà, je vous le demande. Il y a donc ils doivent toujours attendre 1 heure ou 2 heures pour prendre celui de 16h. Il n'y a aucune autre offre pour tout ce qui est au-delà d'Étanges Grande. En fait, jusqu'à Étanges, on arrive. Une fois qu'on a dépassé Étanges, il n'y a plus, on est bloqué. Alors, pour être franc avec vous, autant sur la question du matin, j'entends la problématique horaire qu'ils arrivent trop tôt. Oui. Et il y a déjà des usagers qui ont demandé, apparemment le même bus doit desservir le collège de Volmerange, c'est pour ça qu'il vient plus tôt. Enfin, je ne sais pas, c'est ce qui a été dit. Donc on peut regarder, on peut discuter sur la partie du matin. Autant sur la partie du soir, proposer d'autres cadencements horaires me semble difficile, pour être très sincère avec vous, parce que c'est déjà un renforcement très important par rapport au nombre de personnes qui peuvent être potentiellement usagées sur ce territoire, que d'avoir... Donc c'est un vrai deal politique qui nous a amené à faire ce renforcement d'offres, mais qui est déjà très important, je vous le dis, par rapport à ce qu'on pratique par ailleurs en milieu rural. Donc effectivement, avoir tous ces différents horaires. Donc on le fait, on le réalise, il y a du monde. On nous a confirmé qu'il y avait du monde quand on a été voir les communes, et notamment les élèves qui ont ce choix et cette capacité de faire ce choix. C'est quand même beaucoup de kilomètres réalisés aussi par le délégataire. Donc effectivement, en rajouter en cours de journée, j'imagine que c'est ça l'idée. Oui. Et puis il y a le mercredi aussi. Le mercredi, il n'y a pas de bus avant 17h. Donc tous ceux qui terminent à 14, 15, 16 doivent attendre le bus de 17h. Il n'y a plus... Le bus de 16h n'est pas là le mercredi. Et donc c'est déjà arrivé plusieurs fois. Ma fille au début attendait avec d'autres personnes et il n'y avait pas de bus. Donc ils ont pensé que le bus n'était pas passé. Mais en fait, non, il n'y en a pas du tout. J'entends la demande. Les élus sont présents. Mais après, effectivement, je vous dis, c'est compliqué. Enfin voilà, financièrement, ça serait compliqué de réadapter à chaque personne l'horaire. Oui, bien sûr, oui, non, c'est pas que, je veux dire, voilà. ça concerne les élèves de ces communes-là, en fait. Okay. Voilà, oui, après, pas tous, forcément. Ils terminent pas tous à 15h, mais il y en a qui, voilà. Je comprends bien. Tout ce qui est au-delà d'Étanges, en fait, tout ce qui est après Étanges. Je comprends bien. En tout cas, c'est noté pour le matin aussi, pour la problématique de 7h35, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, ils arrivent à 7h35, les HG01, HG02. Après, je ne sais pas exactement lequel, il y en a un qui arrive un peu avant l'autre, mais voilà. Ok, on regardera ça avec le délégataire s'il y a des solutions pour éviter que les élèves soient à 25 minutes sur site. D'autres demandes? D'autres questions? Oui, j'ai oublié aussi madame. De vous demander quelque chose par rapport... pendant 5 ans, j'avais mes enfants à Thionville, donc effectivement, les bus ont été bien réduits. Et au mois d'avril, apparemment c'était, je crois, au mois d'avril, il y a eu un bus toutes les heures sur Thionville. J'étais pas au courant. J'ai continué à aller chercher ma fille à 2h, à 3h, et j'étais pas au courant. Donc ça serait quand même chouette que les usagers qui ont surtout un abonnement reçoivent un mail, comme on reçoit un mail pour pas oublier d'acheter sa carte scolaire au mois d'août. Ça serait bien d'être averti, quoi, parce que bon là, j'ai quand même râlé. Pendant 3 mois, j'ai couru avec la voiture alors que le bus remontait. J'étais pas au courant, en fait. Donc des petits changements comme ça, un petit mail, je pense que c'est possible, peut-être. Alors madame, j'entends tout à fait votre demande. On est entre la communication institutionnelle et le marketing, forcément, dans des discussions, mais je pense qu'on fera attention. Oui, effectivement, on a fait plein de modifications. Donc après, généralement, je pense que le service marketing a l'habitude d'envoyer des mailings ciblés en fonction des abonnements. Bon, là, il y a peut-être eu... soit le mail a été envoyé, peut-être que vous ne l'avez pas reçu, je ne sais pas, je ne préjuge pas. Soit il n'y a pas eu de mail envoyé, je ne sais pas. Ok, oui.
Parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce que du jour au lendemain, on ait un bus tous les heures. Hein. Oui. Du coup, Parce qu'en fait, le but est clairement de faire en sorte que Angevillers soit la porte. Je parlais du transport à la demande tout à l'heure du PIO Val d'Alzette, que toutes les communes du plateau et du PIO puissent avoir un accès à Thionville par Angevillers. Ce qui nous a amené effectivement à renforcer l'offre. Donc bon, voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Oui, non, ils sont plus sur Thionville, maintenant je me bats pour Algrange. Donc effectivement, si jamais il y aurait des horaires rajoutés pour Algrange, que je sois averti quand même, ça serait bien. Mais j'en suis sûr que vous suivrez notre actualité régulièrement maintenant. Ouais, du coup, oui, on ne sait jamais des fois que... Mais en tout cas, merci. Pas de souci, madame. D'autres sollicitations? D'autres questions? Est-ce qu'on laisse la parole à l'association? Allez, madame. Et après, il y a monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Sabine, j'habite Thionville. Très bien. Et j'utilise beaucoup les transports en commun. Le souci, c'est l'affichage des horaires. Ok. Parce qu'il y en a, franchement, c'est un peu usé. Et quand il y a le mauvais temps ou quoi que ce soit, on ne les voit pas. Parce qu'il y a trop de buée. Là, actuellement, en plus, là, chez Hélène Boucher, il n'y a plus les horaires. Le panneau, il a été arraché. Et comment ça se fait quand on va à la boutique, il n'y a plus les dépliants des horaires des bus? Ils viennent d'arriver, c'est ça? Il y a eu un aléa de commande pour les horaires? Il fallait les renouveler tout simplement. Ok. Alors concernant les horaires, effectivement, qui sont les dépliants, il y en a à nouveau en boutique, semblerait-il. Il y a eu un temps de commande un peu plus long qui a fait qu'il n'y en avait plus. Pour la partie affichage, effectivement, sur poteau d'arrêt, c'est ça? Oui. Et dans tous les cas, vous pouvez aussi les imprimer en boutique sur demande. Donc il ne faut pas hésiter à demander pour avoir une impression par ligne, pour avoir l'ensemble des horaires et de pouvoir avoir une impression que vous pouvez garder. Concernant les poteaux d'arrêt, Philippe, ça se passe comment? C'est nous, c'est le délégataire? Ok. Donc il y a un suivi du délégataire. Donc on entend qu'il y a peut-être certains qui sont abîmés. Donc on fera le point avec le délégataire sur les différents poteaux. On a de tous les cas fait un état des lieux qui a été relativement laborieux, je ne vous cache pas. Combien d'arrêts? 1000 arrêts du syndicat pour pouvoir remettre en état de manière coordonnée les arrêts de bus sur tout le périmètre, dans toutes les communes. Encore faudra-t-il qu'on tombe d'accord politiquement sur qui prend quoi entre les communes, le syndicat. Voilà. Mais voilà, je vais un peu plus loin que votre propos, mais pour vous dire que c'est une remise en état quand même assez globale, parce qu'on peut aussi se dire, au-delà de la question des fiches horaires, que les états sont très différents d'une ville à l'autre, et au sein même d'une ville, parfois d'un arrêt à l'autre. C'est bien de se le dire aussi, et ça fait partie d'un sujet qu'on doit travailler avec le délégataire. Mais c'est noté sur les problématiques de fiches horaires aussi à l'arrêt. Et un autre sujet. Allez-y, madame. Par rapport, vous savez, le paiement du titre. Oui. Pourquoi vous ne faites pas comme à Metz, quand les gens ils prennent le métis, justement, il y a le système, la machine là, que les gens ils mettent le ticket pour mettre les voyages. Ça serait pratique. Ça évolue à partir de février-mars. Voilà. Ça vous permettra effectivement ce que je vous disais, soit par carte. C'est des bornes. De quoi? D'avoir un distributeur, c'est ça? Des bornes. Oui. Alors ça dépendra des arrêts. On en aura sur les lignes BHNS, mais on n'en installera pas à chaque quai par contre. Comme à Metz, oui. Sur les lignes structurantes, il y aura la possibilité d'avoir quelques bornes, mais en tout cas pas sur toutes les lignes, uniquement sur les lignes structurantes. Et pour le reste, il y a la voie dématérialisée et il y aura la capacité sur la borne elle-même, enfin la borne, la billettique, le système billettique, où vous pourrez, comme je vous l'ai dit, acheter aussi par carte bleue ou par téléphone. Et un autre souci,
C'est Allez-y. quand des fois les bus ils sont en retard et on n'est pas prévenu que pourquoi ils sont en retard les bus. Comme par exemple la ligne 1 qui a eu une fois un accident et puis on attendait le bus et pas de contrôleur pour nous prévenir. Alors, on ne peut pas prévenir chaque personne à Non, chaque je bus en comprends, retard. je sais Et très c'est bien. pour ça qu'on a mis en place Pisae. Je ne sais pas si vous avez téléchargé l'application, madame. Non. Et je vous encourage à le faire. Vous avez toutes les informations en temps réel. Donc, en fait, sur toutes les lignes, vous avez la possibilité d'avoir accès à l'information. C'est 96% aujourd'hui des bus qui sont reliés à Pisae, donc qui vous donnent la possibilité d'avoir accès à l'information du retard et de quand arrive le bus pour chaque arrêt. Donc n'hésitez pas à la télécharger. Vous mettez Pisae, ils vont vous demander le nom de votre réseau. Vous mettez le réseau Temo et vous aurez accès à notre réseau avec l'ensemble des bus sur le réseau. Et puis il y a aussi les fameux bus de voyageurs et que c'est pas pratique du tout. C'est-à-dire ? Pour des gens déjà pour faire les courses ou quoi et avec leur caddie, pas possible de voilà. Et les poussettes aussi, les gens qui viennent avec leurs poussettes aussi, c'est très embêtant. Même pour descendre, c'est un peu dangereux, même pour les personnes âgées. Et sans compter aussi les bus, ils s'arrêtent pas vraiment à côté du trottoir. Alors ça, madame, ça dépend aussi de quelle liaison on parle. La réglementation nous impose dans tous les cas, dès qu'on est en interurbain, c'est-à-dire dès qu'on est dans des traversées hors agglomération, de mettre des cars et pas de mettre des bus. Donc effectivement, c'est pour ça que vous avez parfois des cars pour réaliser ces liaisons-là. C'est une question de réglementation puisque vous devez être attaché en termes de sécurité dans une liaison interurbaine. Donc à partir de là, voilà, nous on ne peut pas se démener. Alors on peut prendre sur une ligne ou l'autre, parfois on peut avoir des aléas et avoir un bus à la place d'un car, mais de manière structurelle, on est quand même obligé de respecter la réglementation. Donc si on est sur une liaison où on ne quitte pas l'agglomération ou une continuité d'agglomération, on reste sur du bus, donc avec tous les agréments du bus. Dès lors qu'on est sur des traversées de routes départementales plus longues, en hors agglomération, on est obligé de passer sur du car. Voilà la raison. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes ? Oui, monsieur, puis monsieur. Alors, il y avait... Au fond. Bonsoir à tous, Jean-Yves Roger, vice-président d'Usage Defense. Je voulais poser une question parce que la semaine passée, j'étais à une réunion de quartier au sud de la Côte-des-Roses. On a parlé du BHNS avec M. Cuny. Et il y avait la problématique qui allait venir, et on le sent venir, lorsqu'il y aura le trajet du BHNS, puisqu'il y a des problèmes de sécurité au niveau de la route, des conducteurs sauvages dans pas mal d'endroits de route, et surtout de route sur Thionville et même les environs, il y a l'intention de mettre des chicanes. Mais si on met des chicanes, il va y avoir un problème quand le BHNS va passer. Est-ce que vous avez déjà étudié cette problématique ? Alors, il n'y aura pas de problème, je suis assez catégorique, puisque le BHNS ne sera pas sur le flux principal routier. Il sera dans certains endroits, mais s'il a son passage propre... il aura son passage propre. Dans toute la totalité. Sur Thionville, c'est sous réserve des discussions techniques, je dis bien techniques, sous réserve des discussions techniques avec la ville de Thionville, on est bien sur un site propre complet sur Thionville. D'accord. Et d'autres endroits ? C'est-à-dire ? D'autres villes où il sera traversé, par exemple, Sam, et tout ça. On est aujourd'hui en site propre globalement sur Thionville, Étanges-Grande, jusqu'à Metsange. Le reste n'est pas en site propre. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est 17 km sur 32, 33, je crois. Mais ça, c'est avec l'extension. Avec l'extension, on est sur... Parce que si sur son parcours, il y a ces fameuses chicanes qui sont dans la mode au lieu des casse-vitesse, ça va poser un problème de ponctualité. Oui, bonsoir monsieur. Est-ce que vous avez en tête le nom d'une rue qu'on vous a citée où vous mettrez les chicanes ? Parce que logiquement, sur Thionville, là je parle en tant qu'adjointe au maire de Thionville, délégué aux travaux, on ne va pas mettre des chicanes sur le trajet du BHNS. D'accord, ok. Voilà. C'est bien de préciser, parce que je n'avais pas trop la précision la dernière fois, donc je vous remercie. Je vous en prie. Oui, alors il y a monsieur, puis madame.
Là, monsieur. Merci. Bonsoir, Bernard Aubin. Vous avez évoqué plein de choses. Déjà, pour commencer, il faut quand même vous féliciter un petit peu parce qu'on revient de très très loin de la situation d'un SMITU. Je me rappelle de manifestations devant cette même salle en 2020 où il y avait un chaos extraordinaire sur le réseau. Et quand c'est pas bien, il faut le dire, mais quand c'est bien, il faut le dire aussi. Donc il y a une véritable évolution qui est tangible auprès des usagers. Dans le prolongement de cette intervention, je voudrais également évoquer, avoir plus de détails sur un certain nombre de points. Vous avez évoqué les réductions opérées grâce à vos interventions dans le budget du BHNS concernant le dépôt, concernant la voirie. À combien peut-on chiffrer, tout confondu, le BHNS, le projet de BHNS à l'heure actuelle? Ça, c'est la première question. Vous pouvez répondre ou 170 millions d'euros, tout compris. Tout compris. Et maximum, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est encore large entre l'estimatif et qu'on a fait et, à mon avis, ce qui sera le prix de travaux définitif. Je pense qu'on a de la marge. Mais on a préféré donner une vision large et donc on a annoncé 170 millions d'euros. Je rappelle simplement qu'on était à 280, 300 sur la fin du projet. Oui, c'est quand même une économie considérable et tant mieux, tant mieux. Autre question, en ce qui concerne la fréquentation, puisqu'il y a quand même eu une amélioration des dessertes, une amélioration de la qualité de service, est-ce que vous avez des chiffres d'évolution de cette fréquentation sur les quelques années qui précèdent? Et quand je dis fréquentation, que ce soit les abonnés, mais que ce soit aussi les usagers individuels. Je vais peut-être passer la parole au délégataire. On peut lui donner le micro, ouais. Alors, je vais tenter de vous répondre. Alors, la fréquentation, il y a eu plusieurs phases, puisque le réseau a eu, à un moment donné, quelques difficultés. Donc, on va considérer que l'année 2024 est un peu plus une année stable. Et donc, on est à plus de 5% de fréquentation par rapport à l'année 2024. J'allais dire tout public confondu, avec une augmentation du public scolaire aussi, puisque la stabilité de l'offre et la régularité de l'offre a permis de regagner, enfin le président le disait, la confiance, ainsi que des clients commerciaux classiques. Mais vous n'aviez pas des chiffres plus précis sur les voyageurs isolés, parce que le SMITU, en son temps, avait fait un choix, confronté notamment aux difficultés à recruter des conducteurs. Le choix s'était porté sur une quasi-exclusivité des transports en faveur des scolaires, ce qui est bien dans l'ensemble, mais c'était quand même au détriment des usagers individuels. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est en termes d'évolution, est-ce qu'on a perdu des usagers individuels qui ont été peut-être compensés par une montée des scolaires que vous venez d'évoquer? J'aimerais bien voir cette évolution parce qu'il est souhaitable d'avoir aussi des bus pour toutes les catégories de la population, notamment celles qui ne s'expriment pas. Je pense aux personnes âgées, aux personnes qui pleuraient dans leur petit coin parce qu'elles n'avaient pas de bus. Elles n'avaient peut-être pas les moyens ni la volonté de réclamer pour défendre ce service public. Là, je ne pourrais pas vous donner précisément les chiffres, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a 2 ans, nous avions 7000, si on reprend les scolaires, parce que c'est quand même assez structurant, 7000 scolaires. On est passé à 8500 et cette année, on est à 10 000. Voilà, donc effectivement, cette partie-là, elle est en croissance certaine. Les clients commerciaux aussi, puisque on voit que les recettes ont progressé. Et on a aussi toute une catégorie de clients qui sont des clients qui ont accès au travers de titres sociaux. Et ceux-là aussi, de la même façon, ils ont progressé de 1 à 3% à peu près. D'accord, je vous remercie pour cette réponse. J'ai encore plein d'autres questions. Monsieur Dick, vous évoquiez la remise en état d'un certain nombre d'arrêts. Vous citiez 1000 arrêts. Moi, je suis huçois et puis je suis en contact avec les élus. Et il y a 6 ans, avant leur élection, je disais qu'il y avait peut-être une priorité. C'est bien de faire un BHNS.
C'était 300 millions, ou pratiquement à l'époque, c'est 170 millions, et tant mieux. Mais ça sert à quoi d'avoir des bus si on n'a pas d'abribus? Alors bien sûr, pour les BHNS, je suppose qu'il y aura une dotation. À Yutz, un système a été trouvé avec un publicitaire pour que ça coûte 0 € à la commune, ce qui est très bien. Mais aux autres arrêts, il y a encore des gens qui vont attendre sous la pluie et dans le vent. Et ça, c'est un petit peu contradictoire. D'un côté, on a un projet qui est fantastique, qui coûte moins cher que prévu. Est-ce qu'on ne pourrait pas réinjecter une partie des sommes pour que les gens cessent d'attendre dans la pluie et dans le vent? Alors, le sujet aujourd'hui mérite un arbitrage politique. Donc, je ne peux pas m'engager avant l'arbitrage politique. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que c'est les communes qui ont en charge leur arrêt. Point. C'est-à-dire qu'en l'état actuel du débat, chaque commune a la responsabilité de ses arrêts. C'est un élément qu'on pointe actuellement, on en a encore parlé à midi avec les vice-présidents dans un bureau, sur la question des arrêts et de la stratégie qu'on aura sur les arrêts. Avant de pouvoir y travailler, et il nous fallait un inventaire complet qui, vous l'imaginez, nous a pris un petit peu de temps pour pouvoir savoir quel était l'état des arrêts et savoir combien coûterait la remise en cause progressive de ces arrêts. Derrière, je prendrai l'initiative de proposer aux maires, au pluriel du périmètre, une méthode pour qu'on puisse retravailler l'ensemble de ces 1000 arrêts sur une méthode où le TEMO pourrait avoir sa part, en maître d'ouvrage potentiellement. Mais encore faut-il être d'accord, sur l'utilisation de la voirie publique qui est compétence communale pour pouvoir le faire, et 2, sur l'équilibre financier de l'opération, puisque aujourd'hui c'était les mairies qui avaient une subvention du syndicat. Demain, ça serait plutôt une convention entre les mairies et le syndicat qui aurait à être réalisée arrêt par arrêt pour que le syndicat prenne la main. Ce qui veut dire quand même des sommes considérables à réaliser. Et on doit aussi faire un cahier des charges du type d'arrêt que l'on veut sur le réseau et du type de matériaux que nous voulons. Ça peut être traité de manière globale. Vous l'avez parlé d'un contrat publicitaire. Je pense que le TEMO a aussi vocation, à l'échelle de ces 1000 arrêts, de pouvoir réaliser un contrat publicitaire global. Ça nécessite aussi des négociations des communes qui ont des contrats publicitaires aujourd'hui, que ce soit Thionville ou Yutz, par exemple, qui ont tous les deux des contrats publicitaires. Donc vous voyez, il y a quelques petits sujets à discuter politiquement avant qu'on puisse le faire. Mais vous l'imaginez bien, et ce n'est pas le maire de Florange qui va le démentir, il y a un besoin de retravailler les arrêts sur notre périmètre de manière évidente, parce qu'on se retrouve quand même avec un... Ben voilà, nos arrêts sont à certains endroits de notre périmètre un désastre, on se le dit. Et je ne parle même pas d'identité, parce qu'on se retrouve parfois avec du béton, parfois avec de l'acier, parfois avec du contrat publicitaire sur site. Voilà, c'est un peu l'anarchie. Et ça ne donne pas une belle vision d'un périmètre unifié derrière un réseau unique. On en est bien conscient. Vous avez également évoqué la billettique, les canaux de distribution modernes, le paiement par carte, si j'ai bien retenu. Ce qui serait souhaitable, c'est de ne pas verrouiller les conditions d'achat des billets. Vous avez aussi évoqué le fait que les conducteurs seraient toujours dotés d'une caisse. Oui. Est-ce que vous confirmez bien que toute personne, quelles que soient les conditions, pourra toujours accéder facilement au bus? Je rappelle qu'il y a un sondage qui est paru récemment où 46% des Français ont des problèmes avec les applications, avec l'informatique. Sur certains réseaux, c'est un petit peu du terrorisme informatique parce que sans application, vous ne pouvez même plus monter à bord. Donc si vous traversez la France et vous devez charger toutes les applications du paysage et des pays que vous allez traverser, ça va être un peu compliqué. D'où la nécessité, je pense, avant de lancer quelque chose, de garder à l'esprit que chacun, quelles que soient les conditions, devra quand même pouvoir accéder facilement au bus. Sinon, ça risque d'être rédhibitoire et contre-productif. De manière dématérialisée, il y aura 2 manières d'avoir son ticket unitaire. Il y aura la possibilité d'avoir par carte bleue. L'open payment, c'est aussi la carte bleue. Et ça, je pense que la plupart des personnes ont quand même une carte bleue. Leur carte bleue permettra d'être leur ticket unitaire. En plus de cela, s'ils n'ont pas leur carte bleue, c'est effectivement leur smartphone.
En plus de cela, il y aura la possibilité d'avoir par application le ticket unitaire pris sur l'application, dans le e-ticket comme on dit. Et on va plus loin puisque la demande qu'on a réalisée auprès des prestataires, c'est que les abonnements puissent être également faits sans avoir à venir à l'agence, que les abonnements puissent être réalisés sur l'application. Ce qui est quand même une sacrée avancée pour le lambda qui ne veut pas avoir à se déplacer. Et derrière ça, il y aura toujours la capacité pour n'importe qui de pouvoir aller en boutique ou de pouvoir aller dans le bus et d'avoir un ticket unitaire dans le bus avec de la monnaie, selon les conditions actuelles. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'enjeu pour nous, c'est de diviser. J'ai dit par 10, j'allais dire presque d'éradiquer cette spontanéité de l'acquisition avec de l'espèce sur le réseau. Mais ça sera toujours possible. Très bien. Et je l'ai dit, dans un enjeu qui est la certitude horaire. C'est pour ça. C'est pas la volonté de chasser quiconque des réseaux de transport. C'est juste que vendre un ticket, ce qui n'est pas le rôle d'un chauffeur, c'est perdre du temps sur le réseau. Vous avez évoqué également, vous avez effleuré le sujet très important qui est le sujet de la sécurité. Oui. Alors bien sûr, les usagers ont besoin de se sentir et d'être en sécurité à bord. Et je dois souligner que sur certaines lignes, c'est tellement le bazar à bord des bus que l'usager conventionnel rechigne à y monter. C'est extrêmement rédhibitoire que d'essayer de monter dans un bus dans lequel il y a un cirque pas possible. Je pense que les lignes sont clairement identifiées par TEMO. Qu'est-ce que vous envisagez de mettre en place pour essayer de remettre un peu d'ordre dans tout ça? Alors, c'est une discussion qui dépend des moyens que le TEMO peut avoir pour le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un réseau de transport. Il y a une première responsabilité qui est celle de l'employeur pour les chauffeurs. Donc, c'est le délégataire qui a son enjeu en tant que responsable employeur en termes à la fois de formation, de contrôle et de mise à disposition RH et de matériel pour pouvoir gérer la partie sécurité sur son réseau. Donc le premier niveau, c'est le délégataire qui a cette responsabilité. Et ça fait partie des discussions et des échanges qu'on a régulièrement avec le délégataire sur quels sont les moyens que nous mettons, mais aussi qu'ils mettent à disposition de leur personnel pour assurer la sécurité à bord. Premier niveau. Deuxième niveau, il y a le matériel roulant qui doit être doté de vidéos. Ce n'est pas le cas aujourd'hui partout. Donc ça fait partie de la remise à niveau de notre parc, d'essayer de travailler sur la mise en place de la vidéoprotection sur tous les matériels roulants. C'est un long travail parce que ça coûte un petit peu d'argent et ça prend du temps de pouvoir mettre en place de la vidéoprotection, mais on y arrive. Le troisième niveau, c'est la coordination avec les acteurs de la sécurité locale pour pouvoir s'assurer du bon fonctionnement de notre réseau de transport sur les axes les plus dangereux. Alors, dit comme ça paraît long, mais la difficulté, c'est très concret. C'est quand on sait, par exemple, qu'à Thionville, il va y avoir la fête foraine, et ben on conventionne avec la police municipale de Thionville pour s'assurer qu'il y a un petit passage dans le bus au moment de la fête foraine. Voilà, exemple concret. Par exemple, c'est la discussion avec l'État et la préfecture et le procureur pour mettre en place un comité local de sécurité avec la police nationale, avec la gendarmerie, pour s'assurer d'avoir soit des conventions et des moyens mis à disposition, soit des moyens juridiques, soit des discussions pour sensibiliser l'ensemble des acteurs de la sécurité, et ben qu'on existe aussi dans le monde de la sécurité. Parce que souvent, les maires font des CLSPD, comités locaux de sécurité de prévention de la délinquance, donc parlent avec l'État et la justice de leurs soucis et de leurs enjeux de sécurité. Et c'est comme ça qu'on pilote en tant que maire nos enjeux de sécurité. Aujourd'hui, le TEMO, le réseau de transport, n'en avait pas. Donc on essaye d'en mettre en place un. J'en ai parlé, caméra, oui. J'essaye d'en mettre en place un actuellement. On a des discussions pour la mise en place. On y arrivera, j'ai aucun doute là-dessus, pour derrière avoir soit des moyens juridiques, soit de la sensibilisation des différents acteurs, qu'effectivement, il faut aussi sécuriser le réseau de transport. Et le dernier moyen qu'on a, c'est effectivement, peut-être, et je dis bien peut-être, d'essayer de conventionner avec, je l'ai dit, de généraliser sur certains axes des conventions avec les polices municipales
pour qu'on rémunère les communes pour avoir un agent qui est capable de passer quand on a vraiment un moment de tension, pour avoir pas que des contrôleurs qui ont leurs compétences et leur niveau de formation, mais aussi du bleu qui arrive dans le réseau de transport. Voilà. Donc ça, c'est le dernier moyen qui est un peu plus complexe à mettre en place, parce que chaque commune a ses contraintes propres, a ses difficultés propres, et a peut-être pas envie qu'un agent ait à passer 1 heure dans un réseau de transport dans la commune, parce qu'il n'y a pas non plus de réquisition, donc ça veut dire que chaque police municipale est dédiée à une commune, et pas forcément à un environnement plus complexe. Voilà, c'est des sujets qu'on est en train de travailler. La palette d'outils, elle est à la fois connue parce que tous les réseaux de transport ont la même difficulté, mais en même temps, on va essayer de les mobiliser au mieux par rapport à la palette d'outils qu'on peut avoir. Dernière question, je rassure la salle. Vous avez souligné l'aspect multimodal de l'approche de Thémo, qui contraste avec le SMITU, qui était vraiment essentiellement branché bus. Vous avez évoqué la desserte des gares grâce au BHNS. Et je crois que vous soutenez également des projets ferroviaires. Donc il y a 2 projets ferroviaires majeurs. Il y a donc cette ligne Fontois-Esch qui permettrait d'acheminer un certain nombre de travailleurs transfrontaliers. Il y a un autre sujet que je connais forcément très bien, c'est Sarre-Lorlux via Bouzonville. Je voudrais quand même revenir sur sur la première perspective de développement ferroviaire, donc Fontois-Esch. Bon, en soi, c'est très méritoire, puisque ça dessert toute une zone démographique avec des tas de travailleurs transfrontaliers, mais ça se heurte quand même à une réalité financière qui est assez prégnante, c'est que Fontois-Esch, c'est une ligne à refaire entièrement. Refaire une ligne de chemin de fer, c'est 6 millions le kilomètre, grosso modo. Beaucoup plus, mais on en reparlera. Voilà, bon, c'est pas une bonne nouvelle que vous apprenez. Bon, disons, beaucoup plus que 6 millions d'euros. Les caisses sont plus ou moins vides. Alors, vous évoquiez, je crois, lors d'un dernier entretien, l'influence ou les possibilités offertes par le CERM en termes de financement, mais ça se heurte aussi à un second problème, c'est que nos amis luxembourgeois, qui viennent jusqu'en France, jusqu'à Esch-sur-Alzette, ont prévu la suppression de la ligne. Donc si on arrive jusqu'à la frontière et si on ne peut pas continuer au-delà, où est l'intérêt du projet ? Donc, le sujet CERM, Service Express Régional Métropolitain, des RER urbains à proximité du Luxembourg, c'est globalement comme ça qu'on peut le résumer, entre Nancy et la frontière luxembourgeoise. C'est un projet en soi, complexe, à la fois dans la gouvernance, dans le financement, donc je ne vais pas m'étaler. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle tient compte de financement et de cofinancement de l'État français, qui sont actés depuis longtemps, pour une partie d'entre eux, et qui méritent d'avoir un gouvernement pour prendre des décisions politiques pour une deuxième tranche. Et donc sur cette partie, gouvernement français, c'est peut-être la chose la plus instable que l'on ait dans le CERM. On a la certitude concernant le gouvernement luxembourgeois qui est prêt à financer un certain nombre de choses, qui le dit, et qui est prêt à ne pas en financer d'autres, qui le dit, et qui est plutôt un allié, je le dirais objectivement, dans cette vision, puisque lui, au moins, est certain de ce qu'il veut financer, de ce qu'il ne financera pas. Et derrière, on a effectivement les acteurs régionaux, Thémo et les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage, pardon, que seraient les AOM, les autorités de mobilité, sur lequel il y a une discussion, et l'intervention aura une limite, qui est notre compétence. L'un a la compétence interurbaine régionale, l'autre a la compétence interurbaine locale, voilà, territoriale, éventuellement métropolitaine, mais on a quand même une compétence qui est très figée. Une fois qu'on a dit ça, la question concrète des liaisons, je vous dirais aujourd'hui que les documents du CERM qui sont demain en comité de pilotage du CERM concernant la ligne Esch-Fontois, c'est aujourd'hui un projet estimé à 3 milliards d'euros. Voilà, on n'est pas à 6 millions d'euros le kilomètre, on est à 3 milliards d'euros pour réaliser une ligne entre Fontois et Esch. Entre 2,5 milliards et 4 milliards. Voilà. Pour autant, la région ne l'a pas exclu. Et ça a été un résultat politique de ne pas l'exclure, mais prenons conscience des montants dont on parle. Je parle bien d'une ligne ferroviaire. Donc il y a des débats qui sont ouverts aujourd'hui.
pour des alternatives au ferroviaire crédibles, par exemple de tram rapide, par exemple de tram-train, par exemple de BHNS ou de CHNS. Je les mets tous dans l'état de discussion, comme ça on abonde la discussion publique, puisque là c'est un grand débat territorial qu'on doit avoir sur ce que l'on veut, ce qu'on peut avoir. Tram-train, tram-train, c'est ce qu'il y a sur Nancy, tram rapide, c'est ce que le Luxembourg va faire, sur ces logiques interurbaines entre Luxembourg et Esch. Donc vous voyez, il y a différentes possibilités de mobilité existantes et qui sont peut-être moins chères. Je dis bien peut-être, on n'a pas de certitude puisqu'on n'a pas d'études. Voilà. Donc après, la question du financement et des cofinancements des projets, ben, effectivement, ça reste le nœud principal et qu'on doit encore établir. Je ne pourrais pas vous faire de réponse aujourd'hui, mais vous avez au moins les montants d'investissement, puisque le CERM complet entre Nancy et la frontière luxembourgeoise est aujourd'hui à 6 milliards. 6 milliards et demi, dont 3 milliards dédiés au lien vers Esch. Vous avez des nouvelles sur Saarlorlux? Pas plus que ça. D'accord, merci. Pas plus que ça. J'avais promis que c'était ma dernière question, alors je restitue très rapidement. Il y a madame et après on va passer à la question de l'association, aux questions de l'association. Merci, bonsoir. Bonsoir. Moi, je pensais que cette réunion publique avait aussi pour vocation de présenter le futur BHNS avec quelques petites explications sur comment ils se reconnectent aux différentes gares. C'est peut-être pas le sujet, c'est plus le sujet des usagers. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça en prévision ? Pas plus que ça, puisqu'on a territorialisé la discussion BHNS, notamment avec les maires dans des comités de pilotage dédiés en soi. Donc il n'y a pas de présentation publique du BHNS prévue. Après, vous pouvez venir à notre rencontre et on pourra vous expliquer les propos, soit ce soir, soit à un autre moment, pour faire le point. Ils s'entendent bien qu'on prenne à notre moment pour avoir des plans à vous présenter si ça vous intéresse. D'accord, donc ça m'intéresse bien, oui, en effet. Puis alors, justement, je pose quand même une petite question par rapport donc, vous ne voulez pas revenir sur l'audit, ce que je comprends, même si ce n'est pas forcément accessible à tout le monde de comprendre un tel audit et de le lire en entier, bref. Bon, ma question, c'est plus que le BHNS, il devait être livré en janvier 2026, je crois, et là, vous projetez de le livrer en 2028. Oui. Sachant qu'entre-temps, il va y avoir des travaux de voirie très importants sur la ville de Thionville. Or, aujourd'hui, on a quand même déjà soumis à des bouchons, vous le savez, phénoménales sur le centre-ville de Thionville, notamment le rond-point qui se trouve place du Luxembourg. Et je ne crois pas, pour le pratiquer 3-4 fois par jour, je ne crois pas que le fait que les bus traversent maintenant les ponts est vraiment limité, en fait, ces bouchons du centre-ville de Thionville. Le feu qui a été rajouté également à la sortie du pont a augmenté de nouveau les bouchons. Donc on va dire que le passage du bus a augmenté les bouchons, en quelque sorte. C'est logique. Voilà, les personnes qui viennent de Manom sont maintenant bloquées dans les bouchons le matin. Voilà, donc il y a vraiment un gros problème de circulation. Donc je crois que Thémo, en ayant la charge des mobilités, doit quand même... à mon avis, apporter des solutions pour les 2 ans à venir, sachant que les bouchons ne s'améliorent pas, que les travaux de voirie vont encore vraiment complexifier les choses. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Est-ce que vous avez pensé, au moins à court terme, pour faciliter la circulation des personnes dans le centre-ville de Thionville, dans le centre de Thionville en général? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que le syndicat de mobilité a une compétence mobilité large, mais que de fait, la mise en place de voies en transport en site propre a vocation à donner la priorité au bus, et en donnant la priorité du bus, forcément, contraint le véhicule léger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les traversées de chaussée avec des priorités au bus sont logiques dans le système tel qu'il a vocation à être à partir du moment où on généralise le bus à unité de service. Donc l'enjeu forcément c'est de récupérer des voiries pour la suite du projet BHNS, c'est de récupérer des voiries qui étaient des voiries dédiées aux véhicules légers et de les transformer en voies de bus. Donc ce que je vous dis, c'est qu'effectivement ces travaux vont amener à donner une priorité au bus pour que le bus soit plus intéressant en cadencement horaire et plus intéressant en certitude horaire, plus que le véhicule léger.
Là où, effectivement, vous nous dites qu'il n'y a pas moins de bouchons, il y a une certitude aujourd'hui, c'est que les bus eux-mêmes sont moins dans les bouchons puisqu'ils ne sont plus dans les bouchons, à proximité de la gare. Et c'est ça la certitude horaire, c'est-à-dire qu'ils ont des horaires et ils arrivent à les pratiquer, ces horaires, avec une certitude, puisqu'ils ne sont plus sur le pont des Alliés, alors qu'avant ils y étaient. Donc, effectivement, le congestionnement a une certaine logique. On ne pourra pas le substituer et on n'a pas de solution miracle pour l'empêcher. La suite des travaux va forcément se faire sur des voiries routières qui jusqu'ici étaient routières. Il faut s'y attendre. Ça veut dire qu'il y aura peut-être plus de bouchons en véhicules légers. Par contre, une vraie certitude horaire du bus, du transport en commun. Concernant le calendrier, j'entends qu'on dise qu'il est en retard, mais au moins il est financé. C'est-à-dire que dire que le projet devait se faire en 2026 est une... j'allais dire, ce n'est pas sincère, puisqu'il était annoncé en 2026, mais sans les financements. Donc aujourd'hui, je peux vous dire qu'il est prévu en 2028, mais qu'on a les financements, qu'il est intégré au CERM, qu'on sera cofinancé par la région, et qu'on a la certitude de pouvoir tenir le planning financièrement. Et qu'on a aussi la certitude de pouvoir le faire, parce que vous imaginez bien que engager une trentaine de kilomètres de travaux, s'il y a travaux, parce que dans certains endroits, cela ne nécessite pas des travaux, mais engager une trentaine de kilomètres de travaux en 3 ans, on est en 2025, 2028, ça fait 2 ans et demi pour pouvoir le réaliser. Vous imaginez le challenge technique que ça reste à réaliser. Et c'est pour ça que vous imaginez la folie que cela aurait été, même si c'était une belle ambition, de réaliser cette même trentaine de kilomètres, en plus des ouvrages des ponts, en plus de la mise en route des ponts, en plus des travaux de dépôt. Ça voudrait dire qu'on aurait eu des chantiers. Déjà qu'on nous dit actuellement qu'il y a trop de chantiers partout, dans toutes nos villes, que ce soit à Florange, à Thionville ou ailleurs. Vous imaginez si on avait été en plus dans ce calendrier de chantier-là, sur tout le centre-ville de Thionville qui aurait été en chantier, là, maintenant. Donc ce que je peux vous dire, voilà, c'est que l'enjeu, c'est pouvoir réaliser 2026-2027 le gros rattrapage des chantiers en accord avec la municipalité de Thionville. Ça veut dire un chantier 2027-2028. Voilà, globalement, c'est ça l'enjeu pour la temporalité de chantier. Et qui est à la fois crédible techniquement et crédible financièrement. Ok, merci. Non, j'avais bien compris en fait le planning des travaux sur les voiries de Thionville, tout ça. Mais justement, moi je parlais un petit peu aussi des 2 ans à venir, le temps que le BHNS se mette en place. On va avoir des problèmes de circulation sans BHNS pendant 2 ans. Comment ça va se passer concrètement? Est-ce que vous ne pouvez pas mettre en place d'autres systèmes de solutions, j'en sais rien, moi, de Vélib? Je crois que ça existe déjà plus ou moins. Il faut réfléchir à ces 2 ans qui arrivent, parce que c'est quand même déjà trop long quoi, d'être dans les bouchons tout le temps pour tout le monde. Et encore, moi j'ai des petits trajets, mais je pense à ceux qui partent le soir de la gare de Thionville, qui viennent de se taper les transports, le train, etc., en rentrant de Luxembourg, et qui sont encore dans les bouchons jusqu'à Manom. Franchement, je trouve que les gens sont très très patients, et je suis étonnée qu'il n'y ait pas plus de monde ce soir, quoi. Je pense qu'il va falloir vraiment communiquer là-dessus, trouver des solutions, et puis effectivement organiser quand même des réunions publiques pour expliquer le projet du BHNS, ce que ça va contraindre dans chaque ville, et puis préparer les gens à prendre le bus dans 2 ans, ça c'est sûr. Il va falloir vraiment motiver tout le monde à laisser sa voiture. C'est, je pense, quand même vraiment important. Mais vraiment, pour les deux années à venir, je pense qu'il faut y penser. Ça va être compliqué. Je note le besoin de mobilité alternative. Je ne suis pas sûr, laissez-moi un doute, que les gens qui acceptent d'être déjà aujourd'hui dans les bouchons prendraient le vélo parce qu'ils seraient dans les bouchons plus demain qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, enfin, on va se le dire, l'accès à la gare notamment, et de passage rive gauche à rive droite, j'allais dire en voirie douce, en mobilité douce, est plutôt facilitée aujourd'hui, on peut se le dire, puisque on a des ouvrages d'art de toutes parts qui nous le permettent, de manière sécurisée et sans être contraint. Ça a été un résultat de multiples investissements de la commune, du TEMO, pour pouvoir le permettre.
Après, travailler sur les mobilités alternatives, de toute façon, c'est notre responsabilité. Donc nous, on est prêt à travailler là-dessus. Et ça fera partie peut-être aussi des discussions avec notre délégataire sur des offres de services complémentaires ou à restructurer. On a la question de Montblanc qu'on doit développer comme à Metz, à proximité de la gare. Donc on peut y réfléchir. Merci. Oui. Alors, oui, monsieur. Et après, les usages. Pardon. Rebonjour. En fait, je voudrais rebondir sur la discussion qui vient d'avoir lieu. Et en fait, comme j'habite à Manom, je travaille pas au Luxembourg, je travaille à Yutz. Mais donc, en fait, de la gare pour aller à Manom à vélo, on peut par exemple prendre le nouveau pont qui débouche vers le parc Napoléon et ensuite descendre vers le long de la Moselle. Et ensuite, on prend le petit chemin qui débouche près de la pharmacie. Et après, on est à Manom, on peut continuer. Et c'est genre un quart d'heure à vélo. Bon, là, maintenant, il va faire nuit, donc il faut juste des bons phares, mais ça se fait très bien. Et pour la question des bouchons, alors, vous disiez que c'est pas forcément parce que parce qu'il y a plus de bouchons que les gens passent au vélo. Et en fait, j'ai vu des témoignages justement de gens. Alors, c'était sur Internet, c'était pas mal à Paris aussi. Des gens justement qui disaient que, en fait, avec les bouchons, eh ben, ils sont passés au vélo justement parce qu'ils voyaient les cyclistes les doubler sur les pistes cyclables. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut de la même manière que vous voulez rendre le bus compétitif par rapport à la voiture, il faut rendre le vélo compétitif par rapport à la voiture. Et surtout que maintenant, on a les vélos à assistance électrique qui permettent de bien relancer au feu, aussi de faire du dénivelé, enfin, quand ça monte, de transporter des charges, etc. Et là, malheureusement, il y a beaucoup d'aménagements qui sont des trottoirs cyclables. Et le problème, c'est que si on roule à la vitesse normale d'un vélo, on est en conflit avec les piétons. Et ma grand-mère, elle avait peur des cyclistes sur trottoir. Elle habitait Thionville. Donc moi, j'ai fini par prendre la route justement pour laisser les piétons tranquilles. Et pour un dernier truc sur la question des bouchons aussi. Donc on a madame qui se plaignait des bouchons. Donc des bouchons, donc c'est des automobilistes qui sont dans leur voiture l'un derrière l'autre. Alors, une voiture, si on prend... Je ne sais pas exactement combien ça mesure une voiture, mais une place de stationnement, ça mesure en gros 10 mètres carrés. Et c'est énorme, 10 mètres carrés, c'est en gros la taille d'une chambre. Et donc, si jamais on prend des automobilistes qui sont souvent tout seuls dans leur voiture et qu'on les met sur des vélos, qu'on les met dans des bus, ben en fait, ils occupent moins d'espace par personne. Et juste en faisant ça, il y a moins de bouchons. Voilà. C'est l'enjeu des mobilités partagées ou de faire en sorte d'élargir le spectre des mobilités. On laisse la parole à l'association. Alors ce que je vous propose, parce que vous n'allez pas nous faire les 24 questions, je vous propose de nous faire peut-être un pôle de 4-5 questions, et vous nous enverrez le reste et on vous fera une réponse écrite. C'est tout à fait ce que j'avais l'intention de Super. faire, parce que je pense que les gens ils ont envie de rentrer chez eux. Pour le BHNS, en fait, la position de l'association, c'est qu'on n'y croit plus à vos promesses. Et donc, de toute façon, nous, ce qu'on veut, c'est des améliorations immédiates. Et du coup, ça rejoint ce que vous disiez, madame. Pour que les gens remontent dans les bus, il faut dès maintenant qu'ils aient envie de remonter dans les bus. Et donc, les questions, là, qui viennent de nos usagers, en fait, elles vont toutes dans le sens-là. Donc, sur les 21, je vous les lis rapidement, puis je remets le papier, c'est tout. Et on aimerait bien quand même avoir des réponses par mail ou autrement. Vous savez comment communiquer. Sur les 21 questions, il y en a 7 qui ont été abordées. Allez, j'y vais, ça va aller vite, promis. Et vous, au début, vous avez parlé 20 minutes. On veut des bus à plancher bas sans marche, et notamment pour la S09 et 60, c'était promis pour septembre 2025. C'est toujours pas le cas. Deuxième question. Bonjour à tout le monde. Est-il possible de parler sérieusement des fauteuils roulants et des rampes d'accès pour les bus ? Certains chauffeurs soupirent quand je leur demande, et il faut sensibiliser les gens sur le handicap en général. Cette personne prend avec un fauteuil roulant la S03 et la S20. C'est très important, oui, bien sûr. Elles sont toutes importantes, nos questions. Passage d'un bus S22 ou S23 à l'arrêt ferme, Metsange, Bevange, Volcrange, vers 7h30 pour éviter aux collégiens de la Millière d'attendre l'ouverture de leur établissement 30 minutes chaque matin. S'il est vrai que la personne qui nous a dit ça a eu une réponse de Citeligne d'un ton badin. «
ah bah de toute façon, on s'est calé sur les lycées privés de Thionville, alors là c'est un scandale. Parce que justement, les gamins, il paraît qu'à Chanel, ils commencent à 7h30. Donc je remarque que c'est la même question qui a été posée par d'autres personnes. Hein. Donc voilà, un arrêt de bus pour la maison de santé à côté de Decathlon Yutz. Alors là, on s'est même rendu compte que la première réponse qu'on a eue de la mairie de Thionville, enfin des techniciens de la mairie de Thionville, c'était que de toute façon, un bus ne peut pas faire demi-tour dans cette zone. C'est quand même incroyable qu'on construise une zone commerciale et on n'imagine pas qu'un bus vienne, quoi, surtout pour faire une maison de santé. Réparation des abribus catastrophiques. Alors on a des exemples. En priorité, s'il vous plaît, celui de la sous-préfecture de Thionville. Je vous signale juste qu'il y a eu des agressions, un viol et tout. Hein. Donc il me semble que c'est pas à négliger, la mairie de Thionville, là. Moulin de Daspiche, c'est une catastrophe. Hein, il n'y a pas d'éclairage, les gens se prennent de la flotte parce que le bus, il ne les voit pas et tout. Et il y a des arrêts provisoires qui sont là depuis 5 ans. Que tous les bus aient une rampe PMR en bon état de fonctionnement. Faire fonctionner le comité des partenaires correctement selon la loi LOM, c'est-à-dire avec des votes, et communication des comptes rendus aux syndicats, et communication des mails des membres. Difficultés de sécurité lors des transports de collégiens vers Hurlevent. Là, j'ai pas plus d'éléments, la personne ne nous a pas raconté les détails. Les réponses de Cité-Ligne, par téléphone ou par mail, doivent intervenir à chaque demande, s'il vous plaît. Certains d'entre nous n'ont plus de réponse. Ils ont deviné que c'est toujours le même, alors du coup, ils n'ont plus de réponse. Ou alors ils ont des réponses absurdes du type « difficulté de circulation », alors qu'ils voient bien qu'il n'y a aucune difficulté de circulation autour. Des tickets valables pour le train et le bus en même temps, comme avec les fluos ou comme à Metz. Que toutes les girouettes des bus fonctionnent, c'est-à-dire devant, plus du côté, plus derrière, plus à l'intérieur. Merci, c'est pas du luxe. Plus tard, des bus plus tard, notamment le week-end pour sortir le soir à Thionville. Alors on a remarqué que les derniers bus qui ramènent les gens de Thionville vers la vallée de la Fensch sont complètement bondés. Il y a vraiment une demande de ce côté-là. Thémo ou Cité-Ligne, on n'y comprend rien. Et les autocollants T-Mob, désolé, je le dis comme ça, sont moches. Les bus violets étaient plus faciles à reconnaître de loin. Quand y aura-t-il une seule couleur des bus ? Paiement par carte bleue ou smartphone dans le bus, vous avez répondu. Pourquoi ne pas mettre en œuvre des priorités au carrefour et rond-point dans le projet BHNS ? C'est un aménagement léger et ça coûte pas cher. Donc pourquoi pas le faire tout de suite ? Il faudrait un numéro 51 pour Autange. Donc ça ne vient pas de la dame sur le problème d'Autange, hein, c'est une adhérente, c'est une autre. Il faudrait un 51 pour Autange qui parte de Thionville 20 minutes plus tôt pour arriver à l'heure au lycée. Communication à notre association du fameux fichier Excel de la fréquentation ligne par ligne. Voilà. Que tous les bus soient suivis sur Pisae. Et si ce n'est pas le cas, on a une technique très simple, c'est de mettre des balises GPS dans chaque bus, comme le font les autres réseaux. On a regardé sur Rakuten ou Amazon, ça coûte 5 € une balise GPS. Les personnes irrespectueuses, les puffs, la musique, comptez-vous faire quelque chose contre ces incivilités ? Notre association réclame des médiateurs. On croit savoir que le contrôleur qui a été agressé à Ucange est toujours en arrêt, tellement c'était grave. Donc cette question doit être traitée. Sécurité dans les bus. Est-il vrai que des chauffeurs roulent toute la journée sans pause ? Est-il vrai qu'avant l'agression d'Ucange, le CHS de Keolis avait été saisi pour ce problème et que le sujet n'a pas été abordé ? Dernière question, quand y aura-t-il des fiches horaires à libre disposition dans les boutiques ? Je crois avoir entendu une réponse. Et toute dernière question, est-ce qu'on se donne rendez-vous l'année prochaine ? Je peux vous répondre, c'est bon ? Alors, messieurs, dames, je vais vous faire quelques réponses par rapport à vos différentes demandes de ce qui n'a pas été encore traité. Je laisserai peut-être le délégataire sur la question CHSCT répondre rapidement. On vous fera une réponse écrite, évidemment. Très rapidement, dans les grands enjeux qui ont été évoqués, j'aimerais quand même, sur la question fauteuil roulant, mobilité, handicap, inclusion, voilà, il y a un certain nombre de sujets qui sont liés à ces questions-là. C'est un pôle de questions. Les nouveaux matériels sont systématiquement équipés. Donc on va avoir à peu près 70 matériels qui vont arriver sur le réseau. Dans les prochains mois, ils sont systématiquement équipés.
Donc effectivement, derrière, les chauffeurs ont l'obligation de répondre à la demande d'une personne à mobilité réduite qui demanderait effectivement l'utilisation de la rampe. S'il y a des problèmes, vous revenez vers soit Citeline, enfin Citeline, T-Mob, soit vers T-Mo, et ça vous permettra de pouvoir avoir une réponse dans tous les cas. Concernant le matériel, vous parlez girouette, etc., etc. C'est un travail de remise en l'état qui a été fait actuellement par le délégataire. Il y a un deuxième travail d'achat de girouettes qui est en cours. Voilà. Concernant T-Mob Citeline, justement, c'est un gros travail à la fois d'inventérisation, de mise en place d'un cahier des charges, de commandes et de mise en œuvre. Je ne vous cache pas que moi-même, je demande à ce qu'on accélère un petit peu le calendrier de la mise en œuvre de la fin de ce changement d'identité, mais effectivement, c'est un long travail et vous imaginez bien que dans les priorités des priorités, il fallait mieux qu'on se priorise dans notre mobilisation permanente sur les enjeux concrets que les enjeux d'identité. Et vous imaginez bien qu'il y a bien des enjeux pour faire en sorte que le réseau fonctionne. Donc, ça fait 8 mois, 9 mois que le réseau a renouvelé son identité. Il y a maintenant à finaliser un certain nombre d'éléments. Tout est en cours, notamment dans les commandes pour le nouveau flocage des bus et des cars. Après, le commentaire sur l'esthétique ou pas l'esthétique, chacun aime ou pas le fuchsia, d'autres préfèrent le bleu, d'autres préfèrent d'autres couleurs, certains préfèrent le blanc. Ça, je ne vais pas y répondre. Sur les arrêts de bus, je crois vous avoir répondu. Sur toutes les demandes individuelles qui sont là-dedans, je ne répondrai pas puisque c'est beaucoup de demandes individuelles qui méritent du cas par cas. Un sujet qui, pour moi, mérite qu'on en parle, le week-end et les bus tardifs. Oui, il y a un trou dans la raquette. On est en train de voir pour construire avec le délégataire, je parle le saut de contrôle, une ligne de transport à la demande dédiée aux soirées. Avoir des lignes urbaines type ligne régulière de soirée, j'y crois pas forcément. Par contre, un transport à la demande, c'est en discussion, c'est pas chiffré, ça n'a pas été validé politiquement, on n'a pas de nombre de kilomètres, je peux pas faire d'annonce. Mais on est en train de travailler sur des lignes de transport à la demande parce qu'on a bien vu qu'il y avait un trou dans la raquette et qu'il y a de la demande. Sur le comité des partenaires, je ne sais pas si Olivier, tu veux en parler. Que le comité des partenaires fonctionne mieux. Monsieur Schweitzer, le dernier comité du partenaire, enfin le dernier, même les deux derniers, mais le dernier en particulier, il s'est très bien passé. Vous n'avez pas arrêté de faire des louanges sur notre travail et sur le syndicat. Donc je veux bien que vous nous disiez qu'il fonctionne mieux. Et pourquoi pas, mais je ne vois pas très bien de quoi vous voulez parler. En fait, il faut mettre aux normes, il n'est pas légal. Oui. Il faut que les choses soient votées. Il faut que le résultat soit présenté au comité des syndicat. Mais en tout cas, on va faire en sorte, de réviser selon la loi. Il n'y a pas de souci pour ça. Ça fait partie de nos cahiers des charges de discussion actuellement. Peut-être que sur la partie CHSCT, on laissera peut-être le délégataire par écrit faire une réponse. Ce sera mieux que d'en parler comme ça en réunion publique, à mon avis. D'autres questions, messieurs, dames? Allez, les deux dernières. Merci. Oui, une première, qui c'est qui doit entretenir les abribus? La commune. Les communes, alors. D'accord. Deuxième question, vous avez dit que les nouveaux bus vont tous être équipés de vidéos. Oui. Il y a des anciens bus qui étaient équipés de vidéos. Qui c'est qui prend en charge la maintenance des vidéos? La maintenance, c'est le délégataire. Pour les nouveaux et pour les anciens? Pour tous les matériels embarqués. Et donc, il faudrait aussi faire l'inventaire des plateformes, si elles sont toutes en état de marche. Il y a aussi ça qu'il faut voir. Parce que c'est vrai que si on ne s'en sert pas souvent, le jour qu'on s'en sert, il y a souvent des soucis. Voilà.
Très bien, c'est noté. En tout cas, il y a une commande qui est faite pour les plateformes. Dernière question. Il y avait une question sur les PMR dans les bus tout à l'heure, je crois, et ça m'a fait penser à... En fait, j'étais à Nancy, et j'étais à la clinique Majorelle à vélo depuis la gare, et sur le trajet, j'ai vu des arrêts de bus, et en fait, il y avait des places PMR qui étaient dessinées au sol, il y avait des zébras jaunes, et il y avait un logo PMR, donc je suppose que c'est là où les PMR ils doivent embarquer pour être dans le bus. Donc voilà, c'est peut-être une idée pour le réseau là aussi. En tout cas, merci de la proposition. Effectivement, ça fait partie des marquages qui peuvent permettre d'aider le chauffeur à bien se positionner par rapport à la question PMR, mais on note l'idée. En tout cas, mesdames, messieurs, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie toutes et tous pour vos interventions. J'espère avoir répondu au maximum à toutes vos questions. Et n'hésitez pas à solliciter soit le réseau, soit le syndicat, s'il y a d'autres questions dédiées à la mobilité sur notre territoire. Bonne soirée à tous.